Obtenez cette poubelle hors de mon bâtiment immédiatement. Julian a aboyé, pointant un doigt manucuré à la femme en éblousse tachée. 2 gardes de sécurité se sont avancés, attrapant Angela par ses bras. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas combattu. Elle est juste restée là avec un calme terrifiant qui a dérangé tout le monde dans la salle de bal. Julian a ajusté son smoking, la regardant avec mépris. Vous êtes fini dans cette industrie, vous m'entendez? Fini. Mais avant que les gardes ne puissent la traîner à travers les doubles portes, une ligne téléphonique sécurisée dédiée sur le podium, une qui n'avait pas sonné en 10 ans, a commencé à crier. L'identifiant de l'appelant a fait clignoter un code rouge qui a fait geler le chef de la sécurité sur place. Priorité Pentagone 1. Julian a décroché, agacé. Qui est-ce? La voix à l'autre bout était froide comme de la glace. Passez le colonel Jenkins au téléphone maintenant. Julian a regardé autour de lui confus. Il n'y a pas de colonel Jenkins ici, juste une infirmière licenciée. Cette infirmière, a grogné le général, est la seule raison pour laquelle vous respirez l'air libre, mon fils. Et si vous la touchez, je ferai descendre toute l'armée américaine sur votre tête. Les couloirs de l'hôpital St. Jude Memorial à Chicago sentaient l'antiseptique de Javel et le café bon marché. Il était 3 heures du matin, l'heure des sorcières pour le personnel médical, où la ligne entre la vie et la mort semblait la plus mince. Angela Jenkins, une infirmière en traumatologie de 34 ans, s'est frotté les yeux. Ses blouses, autrefois d'un bleu marine impeccable, étaient froissées et tachées d'iode et de sang d'une victime de coup de feu qu'elle avait stabilisée 1 heure auparavant. Angela n'était pas ce genre d'infirmière qui se souciait de son apparence. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, maintenu par un crayon, et elle marchait avec une légère boiterie, presque imperceptible, un souvenir d'une vie dont elle ne parlait jamais. Pour le personnel de St. Jude, Angela était un fantôme. Elle prenait les corps supplémentaires que personne ne voulait. Elle nettoyait les vomissements lorsque les concierges étaient débordés. Elle s'asseyait en tenant les mains des patients mourants sans famille, leur chuchotant jusqu'à ce qu'ils décèdent. Elle était compétente, silencieuse et totalement invisible. Et c'est exactement comme elle le voulait. Angela a appelé le Dr. Marcus Cole, trottinant jusqu'au poste des infirmières. Marcus était l'une des rares personnes qui la voyaient réellement. Il était jeune, brillant et épuisé. Ce drain thoracique que vous avez placé sur le John Doe dans le lit 6, c'était une précision chirurgicale parfaite. Où avez-vous appris à faire ça? J'ai vu des médecins avec des mains tremblantes rater ça, mais vous n'avez même pas cligné des yeux. Angela a gardé ses yeux sur le dossier qu'elle mettait à jour. Juste de la chance, Dr. Cole. Angle de chance. Ce n'était pas de la chance. Marcus a insisté, s'appuyant sur le comptoir. Et la façon dont vous avez trié la pile de voitures sur l'I-90 la semaine dernière. Vous donniez des ordres avant même que le chef de chirurgie n'ait mis ses gants. Vous êtes surqualifiée, Angela. Pourquoi vous cachez-vous dans un centre de traumatologie de niveau 2? Angela a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient d'un gris perçant, remplis d'une profondeur de tristesse qui faisait généralement taire les gens. Je veux juste faire mon travail, Marcus, s'il vous plaît. Marcus a soupiré, reculant. Très bien, gardez vos secrets, mais attention, la transition de nouvelles propriétés a lieu aujourd'hui. Le conseil d'administration fait venir le PDG de Thorne Global pour inspecter l'établissement, Julian Thorne. La main d'Angela est légèrement serrée son stylo. Thorne, le capital risqueur, le même. Il achète des hôpitaux, coupe le gras et les transforme en cliniques de luxe pour l'élite. Il cherche des raisons de licencier des gens. Angela, ne lui en donnez pas une. Angela a hoché la tête, retournant à son travail. Elle n'avait pas peur des hommes comme Julian Thorne. Elle avait affronté des hommes qui tenaient des AK-47 et des détonateurs. Un homme avec une feuille de calcul ne l'effrayait pas, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. À 8 heures du matin, l'atmosphère de l'hôpital a changé. La climatisation semblait ronronner plus fort.
Le personnel de nuit épuisé essayait frénétiquement de ranger l'urgence chaotique. Julian Thorne est entré par les portes coulissantes principales comme un roi réclamant une terre conquise. Il avait 45 ans, beau d'une manière acérée et prédatrice, portant un costume italien sur mesure qui coûtait plus que le salaire annuel d'Angela. Le flanquaient 2 administrateurs d'hôpital nerveux et une assistante personnelle tapant furieusement sur une tablette. Julian ne regardait pas les patients. Il regardait les sols. Il regardait les luminaires. Il regardait les marges bénéficiaires. La salle d'attente est un désastre, a dit Julian, sa voix portant à travers l'urgence silencieuse. Pourquoi y a-t-il des sans-abri qui dorment dans le coin? C'est un établissement médical, pas un abri. Faites-les sortir. Monsieur, l'infirmière en chef, Madame Gable a bégayé. Il fait 10 degrés dehors. Nous ne pouvons pas juste, je ne vous paye pas pour être une œuvre de charité. Julian l'a coupé. Ses yeux scannaient la pièce jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur Angela. Angela était actuellement agenouillée par terre. Une petite fille de 6 ans terrifiée avait renversé une tasse de jus de pomme et Angela l'aidait à nettoyer, parlant doucement pour calmer l'enfant. Raclement de gorge. Julian s'est approché, ses chaussures cirées s'arrêtant à quelques centimètres des mains d'Angela. « Vous, » a dit Julian. Angela a fini d'essuyer le sol et s'est levée. Elle mesurait 1,25 m, naine par rapport à la carrure de 1,80 m de Julian. Elle a rencontré son regard. « Oui, monsieur. Est-ce pour cela que je vous paie renifle, pour agir comme une femme de ménage? » Julian a ricané, regardant ses blouses tachées d'iode. « Regardez-vous, vous êtes un désastre. Vous avez l'air d'avoir dormi dans une benne à ordures. C'est le visage de mon nouvel hôpital. Je viens de terminer un quart de traumatologie de 12 heures, monsieur, » a dit Angela, sa voix stable. « Nous avons sauvé 3 vies ce soir. Je me fiche si vous avez sauvé le pape, » a claqué Julian. L'image est tout, la perception et la réalité. Si vous avez l'air incompétente, les patients penseront que vous êtes incompétente. Rentrez chez vous, changez-vous. Et si vous revenez comme ça, ne vous donnez même pas la peine de revenir du tout. L'urgence entière est devenue silencieuse. Le Dr. Marcus Cole a commencé à s'avancer pour la défendre, mais Angela a levé une main pour l'arrêter. « Compris », a dit Angela doucement. Elle a attrapé son sac et est sortie. En passant devant Julian, elle l'a entendu murmurer à son assistante. « Mettez-la sur la liste. Je veux que le personnel héritage soit purgé d'ici la fin du mois. » Elle est un poids mort. Angela n'a pas regardé en arrière. Elle a marché vers sa Ford Berlin cabossée sur le parking, s'est assise sur le siège du conducteur et a pris une profonde inspiration. Ses mains ne tremblaient pas à cause des cris de Julian. Elles tremblaient à cause de l'adrénaline qu'elle supprimait. Elle a tendu la main vers sa boîte à gants et en a sorti une petite boîte en velours usé. Elle l'a ouverte. À l'intérieur reposait une médaille d'étoiles d'argent et une photographie fanée d'un Humvee en feu dans la province de Kandahar. « Poids de mort », s'est-elle murmurée. Elle a fermé la boîte. « Si seulement vous saviez, Monsieur Thorne. » 2 semaines se sont écoulées. L'atmosphère à St. Jude était passée de tendue à toxique. Julian Thorne n'était pas seulement un propriétaire absent. Il micro-gérait chaque département. Il avait installé des caméras dans les salles de pause, coupé le budget de fourniture pour les blues et le sérum physiologique, et licencié 3 infirmières seniors pour insubordination. Angela gardait la tête basse. Elle avait besoin de ce travail, non pas pour l'argent, elle avait une pension militaire qu'elle touchait rarement, mais pour le but. Sans le chaos de l'urgence, le silence de son appartement devenait trop fort, rempli des échos de mortiers et de cris de son passé. Un mardi pluvieux, l'hôpital est passé en protocole code noir. Un VIP arrivait. Le sénateur William Sterling, un politicien puissant et un ami personnel de Julian Thorne, s'était effondré lors d'un déjeuner de collecte de fonds. Il était transporté d'urgence à St. Jude. Julian est descendu de son bureau penthouse, aboyant des ordres. « Je veux la suite présidentielle préparée. Je veux le Dr. Roberts, le chef de cardiologie, ici maintenant. Pas d'interne, pas de résident et absolument
aucun membre du personnel de soutien ne le touchant. Les portes du quai d'ambulance se sont ouvertes en grand. Les ambulanciers ont transporté le sénateur, qui était pâle, transpirant abondamment et se serrant la poitrine. Julian a bloqué le couloir, dirigeant la circulation. Emmenez-le à l'ascenseur, directement à la suite penthouse. Angela traquait un chariot à proximité. Elle a jeté un coup d'œil au sénateur alors qu'il passait. Ses yeux se sont rétrécis. Elle a vu quelque chose que les machines et les administrateurs paniqués rataient. Le sénateur ne se serrait pas seulement la poitrine. Il se grattait la gorge. Ses lèvres n'étaient pas bleues à cause d'une crise cardiaque. Elles étaient enflées. « Y attendez !» a crié Angela, s'avançant sur le chemin du brancard. Le visage de Julian est devenu violet. « Écartez-vous. Vous êtes Paul? » « Il n'a pas de crise cardiaque, » a dit Angela avec urgence, regardant le chef ambulancier. « Regardez l'urticaire sur son cou. Regardez le gonflement. C'est un choc anaphylactique. Si vous le montez à l'ascenseur du penthouse, il sera mort avant que les portes ne s'ouvrent. Il a besoin d'épinéphrine et d'intubation tout de suite. »« Qui pensez-vous être? » a crié Julian, attrapant l'épaule d'Angela et la poussant sur le côté assez fort pour qu'elle trébuche contre le mur. Le Dr. Roberts attend à l'étage. « Vous êtes une infirmière. Vous changez des bassins. Ne diagnostiquez pas, mes amis. Il ne respire pas. » Angela est rétorquée, ignorant l'agression physique de Julian. Ses voies respiratoires se ferment. L'ambulancier a hésité. Il a regardé le moniteur. « Monsieur, sa saturation en O2 chute rapidement. 88%, 85%, déplacez-le. » Julian a rugi. Angela n'a pas réfléchi. L'instinct a pris le dessus. Le même instinct qui l'avait fait courir dans une zone de tir dans la vallée d'Arandab pour traîner un sergent blessé en sécurité. Elle a bondi au-delà de Julian, a attrapé un épipène sur le chariot d'urgence et l'a enfoncé dans la cuisse du sénateur. Sécurité. Julian a hurlé. Assaut de sécurité. Elle l'a poignardé. Angela ne s'est pas arrêtée. Elle a sauté sur le brancard, chevauchant le sénateur. En sac a-t-elle ordonné à l'ambulancier stupéfait. « Donnez-moi un laryngoscope. Je dois intuber ici. Nous n'avons pas le temps pour l'ascenseur. »« Enlevez-la de lui, » a ordonné Julian. 2 gardes de sécurité se sont précipités. « Touchez-moi et il meurt, » a grogné Angela. Sa voix a changé. Ce n'était plus la voix douce d'Angela l'infirmière. C'était la voix de commandement du Lieutenant Jenkins, 101e Airborne. L'autorité dans son ton était si absolue que les gardes de sécurité ont hésité. Dans cette fraction de seconde d'hésitation, Angela a penché la tête du sénateur en arrière, a glissé la lame dans sa bouche, a visualisé les cordes vocales qui se fermaient rapidement par gonflement et a enfilé le tube. « Je suis dedans », a-t-elle dit. « En sac ». L'ambulancier a pressé le sac. La poitrine du sénateur s'est soulevée. Sa couleur a commencé à revenir instantanément. Le Dr. Marcus Cole est arrivé en courant au coin, essoufflé. Il a regardé le moniteur, puis Angela, puis le sénateur. « Anaphylaxie. » a dit Marcus. A dit Marcus, vérifiant les signes vitaux du sénateur. Il a mangé des crustacés. Il est gravement allergique. Il a regardé Julian. Si elle ne l'avait pas intubé ici même, sa gorge se serait complètement fermée en 30 secondes. Il aurait eu des lésions cérébrales ou serait mort. La pièce est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers Julian. Il avait eu tort, dangereusement, arrogamment tort, et une infirmière qu'il considérait comme une poubelle venait de le sauver d'un procès pour mort injustifié massif. Mais Julian Thorne était un homme qui possédait une dangereuse combinaison de traits, une immense richesse et un ego fragile. Il n'a pas vu une héroïne qui a sauvé une vie. Il a vu une subordonnée qui avait défié un ordre direct devant son personnel. Il a vu une femme qui l'avait humilié. Il a redressé sa veste, son visage un masque de fureur froide. « Stabilisez le sénateur », a dit Julian au Dr. Marcus. Puis il a tourné ses yeux morts vers Angela. « Vous avez violé le protocole.
Vous avez physiquement agressé un patient sans autorisation médicale. Et vous avez désobéi à un ordre direct du propriétaire de cet établissement. J'ai sauvé sa vie, a dit Angela, descendant du brancard, ses mains tremblant légèrement maintenant que l'adrénaline s'estompait. Vous êtes suspendu, a dit Julian, sa voix calme et venimeuse. En attendant d'une enquête, remettez votre badge, sortez de mon hôpital. Vous ne pouvez pas faire ça, a protesté Marcus. C'est la meilleure infirmière que nous ayons. Un mot de plus, Dr. Cole, et vous pourrez la rejoindre, a menacé Julian. Il a tendu sa main à Angela. Badge maintenant. Angela a regardé l'homme. Elle a pensé au sénateur respirant rythmiquement sur le brancard. Elle avait fait son devoir. Lentement, elle a détaché son badge d'identification. Elle l'a laissé tomber dans la main de Julian. « Ce n'est pas fini, a dit Angela doucement. « Oh, si, a ricané Julian. Vous ne travaillerez plus jamais dans le domaine de la santé. Je ferai en sorte que votre licence soit révoquée dans chaque État. Vous n'êtes personne, vous n'êtes rien. » Angela s'est retournée et est partie. En sortant par les portes automatiques sous la pluie, elle a sorti son téléphone. Elle, raclement de gorge, a hésité, son pouce planant au-dessus d'un contact qu'elle n'avait pas appelé depuis 5 ans. Le nom du contact disait simplement Vance. Elle n'a pas l'appuyé. Pas encore. Elle n'était pas du genre à demander des faveurs. Mais en rentrant chez elle, essuyant des larmes de frustration de ses yeux, elle n'a pas réalisé que la guerre n'était pas finie. Julian Thorne n'allait pas seulement la virer. Il prévoyait de la détruire et il n'avait aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre à une récipiendaire de la Distinguished Service Cross. 3 jours plus tard, Angela était assise dans son petit appartement faiblement éclairé, fixant une tasse de thé tiède. Le silence était suffocant. Pendant 5 ans, depuis sa décharge médicale après l'embuscade dans la vallée d'Arundab, le travail avait été son bruit. Il noyait les tintements dans ses oreilles et les souvenirs de poussière et de sang. Julian Thorne ne l'avait pas seulement viré. Il avait exécuté sa carrière. Elle avait postulé à 4 autres hôpitaux et 3 cliniques de soins urgents au cours des dernières 48 heures. 2 l'avaient rejeté immédiatement. Les 2 autres semblaient enthousiastes jusqu'à ce qu'ils vérifient ses antécédents. La rétroaction était toujours la même. Conduite non professionnelle, insubordination et une note terrifiante que Julian avait ajoutée à son dossier. Menace potentielle pour la sécurité des patients. Il la mettait sur liste noire. Il s'assurait qu'une femme qui avait autrefois gardé une plaie thoracique aspirante scellée, tout en ripostant avec une carabine M4, ne pouvait pas trouver un emploi en appliquant des pansements. Son téléphone a vibré. C'était le Dr. Marcus Cole. « Angela, ça va? C'est l'enfer ici. »« Oui, si. » a chuchoté Marcus. Julian a viré 3 autres personnes. Il fait le ménage. Tout le monde est terrifié. Je vais bien, Marcus. Ne risquez pas votre travail en me parlant. Écoutez. Marcus a hésité. Il se passe quelque chose d'étrange. Julian est obsédé par vous. Il ne cesse de reparler de l'incident avec le sénateur Sterling, le déformant pour vous faire passer pour une incontrôlable. Et il prépare quelque chose pour le gala de charité de Saint-Jude ce samedi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il vous a envoyé une invitation, Angela, par coursier. Elle est arrivée au poste des infirmières. Il a dit à son assistante qu'il voulait que vous soyez là pour faire face aux conséquences de vos actions et vous excuser publiquement si vous voulez avoir le moindre espoir qu'il lève la mise sur liste noire de votre licence. Angela a senti un nœud de colère froid se resserrer dans son estomac. Il ne suffisait pas de la virer. Il voulait la parader. Il voulait qu'elle baise la bague devant l'élite de Chicago. « Dites-lui que je ne viendrai pas », a dit Angela d'un ton monocorde. « Angela, attendez. Le sénateur Sterling sera là pour remercier le personnel. Il ne sait pas que Julian vous a viré. Il pense que le Dr. Roberts l'a sauvé. Julian va s'attribuer le mérite sur scène. Si vous y allez, peut-être pourrez-vous parler directement au sénateur. C'est un homme puissant. Il pourrait outrepasser Julian. » Angela a mis fin à l'appel. Je la regardais la boîte en velours sur sa commode,
Elle n'avait pas apporté de robe depuis des années. Elle n'avait pas sa place dans les salles de bal. Elle avait sa place dans les tentes de triage. Mais l'idée que Julien s'attribue le mérite d'avoir sauvé une vie, qu'il ait failli la terminer, l'idée qu'il gagne la rongeait. C'était une soldate. Les soldats ne battaient pas en retraite quand l'ennemi s'enterrait. Ils flanquaient. Pendant ce temps, à 1500 miles de là, à Arlington, en Virginie, un serveur dans un sous-sol du Pentagone a pris vie. Le général Vance Caldwell, vice-chef d'état-major de l'armée, se frottait les tempes, fixant un rapport budgétaire lorsque son terminal sécurisé a sonné. Une notification de priorité rouge est apparue. Sujet: événement médical anormal. Chicago, Illinois. Source: audit automatisé du Réseau national d'information sur la santé. Vance a soupiré. Quoi maintenant? Il a cliqué sur le fichier. Le rapport signalait une procédure effectuée sur le sénateur William Sterling. Le médecin traitant officiel était le Dr. James Roberts, mais les notes décrivaient une intubation de séquence rapide sur le terrain sous un stress extrême avec une stabilisation improvisée. Vance a froncé les sourcils. Ce n'était pas le langage d'un médecin civil. C'était de la terminologie de médecin de combat. Il a fait défiler. Le système avait signalé la technique utilisée pour sécuriser les voies respiratoires. Elle était extrêmement spécifique. C'était une variation d'une technique de cricothyrotomie enseignée uniquement aux équipes chirurgicales avancées d'élite, opérant dans des environnements non permissifs. Des techniques conçues pour quand vous avez des secondes avant qu'un patient ne suffoque sous le feu. Un cardiologue civil dans un hôpital de luxe à Chicago ne fait pas une intubation en coup de vent comme ça, a marmonné Vance. Il a pris son téléphone et a composé un numéro au département de renseignement. Major, ici le général Caldwell, je regarde un dossier médical de l'hôpital St. Jude à Chicago. Récupérer les images de sécurité de leur salle d'urgence pour mardi à 14h11. Je veux voir qui a réellement travaillé sur le sénateur Sterling et effectué une reconnaissance faciale sur toutes les personnes dans le corps par rapport à la base de données du personnel inactif. 1 heure plus tard, l'imprimante sécurisée de Vance a craché une image fixe haute résolution de la vidéo de l'hôpital. Elle montrait une femme en blouse sale, des cheveux dans désordre, à califourchon sur un brancard, avec une concentration absolue, tenant un laryngoscope comme une arme. Vance a fixé la photo. La couleur a fui son visage. Il n'avait pas vu ce visage depuis 5 ans, pas depuis qu'il avait épinglé la Distinguished Service Cross sur sa blouse d'hôpital à Walter Reed. « Mon Dieu », a chuchoté Vance, sa voix épaisse d'émotion. « Capitaine Jenkins, nous pensions que vous étiez parti pour de bon. » Il a immédiatement décroché le téléphone rouge de son bureau, la ligne directe vers les chefs d'état-major interarmés. « Passez-moi le secrétaire à la Défense. Nous avons trouvé Ghost Walker. Elle est vivante et elle a des problèmes à Chicago, la grande salle de bal du Ritz-Carlton. » Chicago sentait le parfum cher, le champagne vieilli et l'argent ancien. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des fontaines gelées inversées. Les élites de la ville, politiciens, gestionnaires de fonds spéculatifs, mondains, se mêlaient, leur rire tintant comme du verre brisé. Julian Thorne se déplaçait dans la foule comme un requin dans un étang de carpe koi. Il était impeccable dans un smoking Tom Ford, serrant des mains, acceptant les compliments sur son acquisition rapide et le redressement de l'hôpital St. Jude. Tout est question d'efficacité, disait Julian à un groupe d'investisseurs adorateurs. Nous coupons le poids mort. Nous nous concentrons sur l'excellence. St. Jude est enfin rentable. Dans le coin de la pièce près de l'entrée de la cuisine, Angela se tenait. Elle ne possédait pas de robe de bal. Elle portait une simple robe noire sur mesure qu'elle avait achetée pour les funérailles d'un compagnon d'armes il y a des années. Elle ne portait ni bijoux, ni maquillage pour cacher la légère cicatrice d'éclat qui allait de sa racine des cheveux à son sourcil. Au milieu des soies et des diamants, elle avait l'air austère, sévère et dangereuse.
Elle était venue regarder le sénateur Sterling dans les yeux, lui dire la vérité, puis quitter cette ville pour toujours. Julian l'a repéré. Un sourire cruel s'est répandu sur son visage. Il s'est excusé auprès des investisseurs et a marché vers elle, flanqué de son service de sécurité habituel. Eh bien, et ricané Julian, s'arrêtant à un pied d'elle. La femme de ménage a presque nettoyé. Angela a rencontré son regard, ses yeux des disques gris plats. Où est le sénateur, Julian? Le sénateur Sterling se repose dans la salle verte VIP avant que nous montions sur scène, a dit Julian, faisant tournoyer son champagne. Il croit que le Dr. Roberts lui a sauvé la vie, et nous allons faire en sorte que cela reste ainsi. Vous êtes ici pour une raison, Angela, pour apprendre votre place. Il a claqué des doigts à un serveur de passage. Donnez à cette femme un plateau. Nous manquons de personnel. Si elle veut être dans cette pièce, elle peut travailler pour cela. Le serveur a semblé mal à l'aise. « Monsieur, faites-le !» Julian a aboyé. Il s'est retourné vers Angela, sa voix tombant à un chuchotement venimeux. « Vous m'avez humilié dans ma propre urgence. Ce soir, vous allez servir des boissons aux gens que vous pensiez être meilleurs que vous. Et puis quand je monterai sur cette scène, je vais annoncer les nouveaux protocoles de personnel conçus pour éliminer les éléments voyous incompétents comme vous. Vous allez être l'exemple. » Angela n'a pas pris le plateau. « Vous êtes un petit homme, Julien, avec un très grand compte en banque derrière lequel vous cachez. » Le visage de Julien s'est assombri. « Faites-la sortir d'ici, a-t-il ordonné à ses gardes de sécurité. « Attendez, non, amenez-la sur le côté de la scène. Je veux qu'elle regarde quand j'accepterai la gratitude du sénateur. » Les gardes ont saisi Angela par les bras. C'était le moment de l'ouverture. Elle n'a pas combattu. Elle savait exactement comment disloquer leurs deux coudes en moins de 3 secondes. Mais ce n'était pas la mission ce soir. Ils l'ont traînée vers la scène massive où se tenait un podium orné du logo de St. Jude. La musique s'est éteinte. Julian était monté sur scène, se prélassant sous les projecteurs. Les applaudissements étaient polis mais enthousiastes. « Merci. » Julian a souri, l'image d'un leadership bienveillant. « Nous avons fait face à une crise cette semaine. Notre cher ami, le sénateur Sterling, a failli mourir dans notre salle d'urgence. Mais grâce à l'action rapide et décisive de mon équipe de direction et au brillant Dr. Roberts, il est ici ce soir. » Il a fait un geste vers le rideau et le sénateur Sterling est sorti, l'air fatigué mais vivant. La foule a applaudi. Angela se tenait dans les coulisses, retenue par les gardes, regardant Julian voler la valeur de cette nuit. Ça la rendait malade. Mais Julian a continué son ton, passant à un faux sérieux. Nous avons aussi appris une dure leçon. Nous avons eu des échecs dans notre personnel, des individus qui ont désobéi au protocole et mis une vie en danger. Nous avons éliminé cet élément. Il a regardé directement vers les coulisses où Angela était retenue, s'assurant qu'elle savait qu'il parlait d'elle. Soudain, un son a traversé la pièce. C'était fort, dur et insistant. C'était le téléphone sur le podium. Tout le monde s'est figé. Ce téléphone était une relique, une ligne fixe directe installée pendant la guerre froide pour les notifications de défense civile d'urgence. Il n'avait pas sonné depuis des décennies. Julian a eu l'air agacé. Il a essayé de l'ignorer, mais il n'arrêtait pas de sonner. Une lumière rouge vif à la base du téléphone a commencé à clignoter. Julian, décontenancé, a décroché le récepteur, fusillant du regard l'interruption. C'est un événement privé. Qui est-ce? La voix à l'autre bout ne ressemblait pas à un mauvais numéro. Elle ressemblait à du granit en train d'être écrasé. Ici, le général Vance Caldwell, vice-chef d'état-major de l'armée des États-Unis, appelant depuis la salle de situation du Pentagone. « À qui ai-je l'honneur? » Julian a cligné des yeux, confus. La pièce était silencieuse. Son microphone captait sa partie de la conversation. Ici Julian Thorne, PDG de Thorne Global. « Vous interrompez mon gala, général. » Monsieur Thorne, la voix du général a tonné, audible même sans haut-parleur. Selon le suivi du DOD,
Vous détenez actuellement un atout militaire des États-Unis hautement sensible contre sa volonté dans votre établissement. Je vous ordonne de la libérer immédiatement. Julian a ri d'un rire nerveux et arrogant. Tout. De quoi parlez-vous? Il n'y a pas de soldats ici. Juste des gens riches et du personnel de service. Regardez à votre gauche de scène, Monsieur Thorne, a commandé le général, la femme que vos gardes de sécurité retiennent. Julian a regardé Angela. Elle n'avait pas bougé. Son expression était illisible. Elle? Julian a ricané au téléphone. Vous voulez dire l'infirmière renvoyée, général? C'est une personne sans importance. C'est une employée disgraciée que je fais enlever pour intrusion. Il y a eu un temps de silence sur la ligne qui était plus terrifiant que des cris. Cette personne sans importance, a dit le général Caldwell, sa voix dégoulinante de retenue mortelle, est le capitaine Angela Jenkins, récipiendaire de la Distinguished Service Cross, de la Silver Star et de 3 Purple Hearts. Elle est la seule spécialiste de traumatologie de combat de niveau 1 jamais assignée en permanence au Joint Special Operations Command. Elle a sauvé plus de vies américaines dans des grottes et des déserts que vous n'avez de dollars sur votre compte bancaire. Vous arrogant fils de la foule a haleté. Le sénateur Sterling a regardé Angela, la bouche ouverte, réalisant la vérité sur celle qui s'était penchée sur lui aux urgences. Julian a pâli. C'est impossible. C'est une infirmière intérimaire. C'est un fantôme, Monsieur Thorne. Nous avons passé 5 ans à essayer de la trouver après qu'elle ait quitté Walter Reed parce qu'elle ne voulait pas de parade. Et vous l'avez virée, a bégayé Julian, regardant Angela, qui se libérait lentement des gardes de sécurité stupéfaits. Écoutez-moi très attentivement, Thorne, et grognait le général Caldwell. Vous avez 30 secondes pour vous excuser auprès de cet officier et lui remettre ce téléphone ou je ferai venir des marshals fédéraux et un hélicoptère Black Hawk sur le toit du Ritz-Carlton en 10 minutes pour vous arrêter pour interférence avec un atout fédéral en période de crise. Ne me testez pas. Julian Thorne, le milliardaire qui ne craignait rien, et regardait le téléphone dans sa main tremblante, puis la femme à la simple robe noire, qui semblait soudain faire 3 mètres de haut. Il avait ordonné à la sécurité d'enlever une poubelle. Il venait de réaliser qu'il tenait un diamant, et le gouvernement des États-Unis était venu le chercher. Le silence dans la salle de bal du Ritz-Carlton était absolu. Ce n'était pas seulement silencieux. C'était un vide. 300 des citoyens les plus riches de Chicago retenaient leur souffle, fixant la scène où un changement de pouvoir de proportion sismique avait lieu. Julian Thorne resta figé. Le combiné rouge du téléphone sécurisé pressé contre sa poitrine comme si c'était une grenade dégoupillée. Son visage, habituellement un masque de calme arrogant, était pâle et gluant de sueur. Il regarda le téléphone, puis Angela, puis de nouveau le téléphone. Donnez-lui le téléphone, Thorne. La voix du général Caldwell aboya assez fort pour que les 3 premières rangées l'entendent sans amplification. La main de Julian tremblait. Il traversa la scène, ses jambes raides. Les gardes de sécurité, qui avaient serré les bras d'Angela quelques instants auparavant, l'avaient relâchée comme si elle était faite de feu. L'un d'eux, un homme plus âgé avec une épaisse moustache, regarda Angela avec de grands yeux. Il baissa les yeux sur ses mains, des mains qu'il venait de rudement manipuler, et vit les faibles cicatrices blanches d'éclats de buste. Il recula d'un pas, sa posture se redressant instinctivement. Angela ne regarda pas Julian lorsqu'il lui tendit le téléphone. Elle le prit, ses mouvements calmes et fluides. Elle porta le combiné à son oreille. « Général, dit-elle. » Sa voix était douce, mais elle portait un poids que le microphone capta. Ce n'était pas la voix d'une subordonnée. C'était la voix d'une égale. « Capitaine, la voix de Vance devint plus douce maintenant. Ça fait 5 ans. Nous avons cherché partout. Pourquoi Chicago? Pourquoi une urgence civile? Je voulais le calme, Vance, répondit Angela, ses yeux parcourant la foule, s'arrêtant sur le docteur Marcus Cole, qui avait l'air de voir un fantôme. Je voulais sauver des gens sans des coupes de feu. Je voulais oublier.
Vous ne pouvez pas oublier qui vous êtes, Angela, dit Vance. Et nous non plus. Le président a été briefé. Le sénateur debout à côté de cet idiot en smoking. Il est le président du comité des forces armées. Vous avez sauvé le seul homme à Washington qui contrôle le budget de l'armée. Vous n'avez pas seulement sauvé un patient, vous avez sauvé un atout national. Angela a soupiré, regardant le sénateur Sterling. Le sénateur la regardait, ses yeux se remplissant de larmes. Il s'avança, ignorant complètement Julian. « C'était vous, » a chuchoté le sénateur Sterling, sa voix tremblante. « Aux urgences, je me souviens. Je me souviens d'une voix, une voix de commandement. Vous m'avez dit de respirer. Vous m'avez dit pas aujourd'hui, monsieur. Vous étiez en état de choc, sénateur, » a dit Angela, abaissant légèrement le téléphone. « Je devais agir vite. Il vous a viré, » a dit le sénateur, tournant lentement son regard vers Julian. L'expression de son visage est passée de la gratitude à une rage froide terrifiante. « Il m'a dit que le docteur Roberts m'avait sauvé. Il m'a dit que vous étiez une ordure. » Julian a levé les mains, riant nerveusement. « Sénateur, s'il vous plaît, c'était un malentendu, un problème de personnel. Elle a violé la politique de l'hôpital concernant taisez-vous. » A claqué le sénateur Sterling. La force des mots a fait tressaillir Julian. Vous avez viré une récipiendaire de la Distinguished Service Cross pour avoir sauvé ma vie. Vous avez humilié une héroïne de guerre américaine pour protéger votre ego. Le sénateur s'est tourné vers la foule. Tout le monde ici sait ce qu'est la Distinguished Service Cross? A-t-il demandé, sa voix résonnant. C'est la deuxième plus haute décoration militaire qui peut être décernée à un membre de l'armée des États-Unis. Elle est décernée pour une bravoure extrême et un risque de vie au combat réel avec une force ennemie armée. Angela Jenkins n'a pas seulement travaillé pour l'armée, c'est une légende. Elle est entrée dans un hélicoptère Black Hawk en feu dans la vallée de Peak pour en sortir 3 hommes sous le feu. Elle a plus de courage dans son petit doigt que vous n'en avez dans toute votre lignée sanguine, Julian. Le garde de sécurité, le plus âgé qui avait reculé, a soudainement claqué ses talons. Au milieu de la salle de bal, entouré de smokings et de robes, il a levé la main dans un salut sec et précis. « Madame, » a dit le garde, sa voix brisée par l'émotion, « ancien sergent Davis, seconde division des Marines, c'est un honneur d'être en votre présence. » Cela a provoqué un effet d'entraînement. Un homme au fond, un PDG d'une entreprise de logistique, s'est levé. C'était un vétéran aussi. Il s'est mis au garde à vous, puis un autre. Puis le Dr. Marcus Cole s'est levé, ne saluant pas, mais applaudissant. Lentement, les applaudissements ont commencé. Ce n'étaient pas des applaudissements polis de golf. C'était un rugissement, une ovation debout qui a secoué les lustres. Les gens applaudissaient la femme à la simple robe noire. Julian se tenait seul au centre de la tempête, l'air petit, mesquin et vaincu. Angela n'a pas souri. Elle a ramené le téléphone à son oreille. « Vance, tu es toujours là? »« Je suis là, Angela, et j'apprécie le spectacle via le flux de sécurité. »« Rappelle les Marshalls, » a dit Angela. « Je ne veux pas ceux de scène, je veux juste rentrer à la maison. »« Je ne peux pas faire ça, Angela, » a dit Vance, parce que le conseil d'administration de l'hôpital est actuellement en ligne avec mon bureau. Ils viennent d'entendre tout. Ils veulent parler à Julian. Angela a rendu le téléphone à Julian. « C'est pour vous, » a-t-elle dit simplement. « Je pense que vous êtes viré. » Julian a pris le téléphone, ses mains tremblant si fort qu'il a failli le laisser tomber. « Allô ?» Il a écouté pendant 10 secondes. Son visage est devenu gris. Il a laissé tomber le téléphone. Il pendait par son cordon, balançant d'avant en arrière comme un pendule. Ils ont invoqué la clause de moralité, a chuchoté Julian, fixant le vide. Il me rachète avec effet immédiat. Angela s'est tournée vers lui. Elle s'est approchée, envahissant son espace personnel. « Vous aviez raison sur une chose, Julian, » a-t-elle dit doucement. « L'image est tout. Et en ce moment, vous avez l'air d'un homme qui vient de perdre une guerre qu'il ne savait même pas qu'il menait. » Elle s'est retournée et est sortie de scène.
La foule s'est écartée pour elle comme la mer Rouge. Angela est sortie de la salle de bal et est entrée dans l'air frais de la nuit sur le balcon de l'hôtel. Elle avait besoin de respirer. L'adrénaline de la confrontation s'estompait, remplacée par la lourde douleur familière dans sa poitrine. Les applaudissements faisaient du bien. Oui, mais cela ressemblait aussi à une exposition. Elle avait passé 5 ans à se cacher du titre de héros. Pour elle, elle n'était pas une héroïne. Elle était juste celle qui avait survécu quand les autres non. Angela, elle ne s'est pas retournée. Elle connaissait les pas. Le docteur Marcus Cole. Il s'est approché d'elle, s'appuyant sur la balustrade en pierre, regardant la ligne d'horizon de Chicago. « Alors, » a dit Marcus, brisant le silence. « Capitaine Jenkins, spécialiste de traumatologie de niveau 1, marcheuse fantôme. »« Ne m'appelez pas comme ça, » a dit Angela, fermant les yeux. « C'était une autre vie. »« C'est qui vous êtes, Angela, » a dit Marcus doucement. « J'ai toujours su que vous étiez différente. La façon dont vous bougiez, la façon dont vous ne paniquiez jamais. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que vous portiez tout ça. Je porte ceux que je n'ai pas pu sauver. Marcus, a-t-elle chuchoté. C'est ce que les gens ne comprennent pas à propos des médailles. Elles sont lourdes. Elles vous accablent avec les visages des amis qui ne sont pas rentrés à la maison. C'est pour ça que vous avez laissé Julian vous traiter comme de la saleté, a demandé Marcus. Parce que vous pensiez que vous le méritiez. Angela a serré la balustrade. Peut-être. Je pensais que si je faisais juste les petits boulots, essuyais les sols, tenais les mains, je pourrais payer la dette. Je pourrais gagner ma place ici. Vous ne devez rien à personne, a dit une voix grave derrière eux. Angela s'est retournée. Le sénateur Sterling était là, flanqué de 2 agents des services secrets qui sont restés respectueusement en retrait. Le sénateur avait l'air épuisé mais déterminé. « J'ai parlé au conseil d'administration, » a dit Sterling, marchant vers eux. Julian est parti. La sécurité l'a escorté par l'entrée de service arrière. L'ironie n'a échappé à personne. « C'est bien, » a dit Angela. « Le personnel mérite mieux. » Le conseil d'administration est en panique, a continué Sterling. Ils savent que les retombées de cette affaire en matière de relations publiques vont être un cauchemar. Le milliardaire renvoie une héroïne de guerre qui a sauvé un sénateur. C'est un titre qui détruira la réputation de l'hôpital à moins qu'il ne le corrige immédiatement. « Que voulez-vous que je fasse, sénateur ?» a demandé Angela. « Je ne ferai pas de conférences de presse. Je n'irai pas dans des talk-shows. » Non. Sterling a secoué la tête. « Je vous connais, Angela. J'ai lu votre dossier ces 20 dernières minutes. Vous détestez les projecteurs, mais vous aimez le travail. Vous aimez la médecine. » Il a sorti un document plié de sa poche de smoking. « Le conseil d'administration m'a donné toute autorité pour vous offrir ceci. C'est un contrat. » Angela a hésité. Pour être infirmière à nouveau? Non. Sterling a souri. Pour être la directrice de la médecine des traumatismes, ils veulent que vous dirigiez l'urgence à votre manière. Pas de coupe budgétaire sur les blues, pas de renvoi des patients sans abri, pas de Julian Thorne qui vous surveille. Vous la dirigez comme un hôpital de campagne, efficacité, soins et priorité à la vie, pas au profit. Angela l'a regardé fixement. « Je ne suis pas médecin, sénateur. Je suis d'infirmière. Vous avez plus d'expérience chirurgicale sur le terrain que la moitié des chirurgiens de cette ville réunis, » a rétorqué Sterling. « Et le docteur Cole ici, il a fait un signe de tête à Marcus, a accepté d'être votre chef des services médicaux, vous faisant rapport sur la logistique opérationnelle si vous acceptez. » Marcus a souri. « Je travaillerai pour vous en un clin d'œil. Angela, vous dirigez. Je signerai les dossiers. Nous pouvons réparer cet endroit. Nous pouvons faire de Saint Jude ce qu'il était censé être. » Angela a regardé le contrat, puis les lumières de la ville. Pendant 5 ans, elle avait couru. Couru de son rang, couru de ses compétences, couru de son potentiel. Elle pensait qu'elle se protégeait, mais elle se cachait simplement.
Et ce soir, elle a réalisé que ce cachet n'avait sauvé personne. Une seule condition, a dit Angela, regardant le sénateur. Nommez-la, a dit Sterling. Julian a réduit le personnel infirmier de 20% le mois dernier. Je veux qu'ils soient tous réembauchés avec un rappel de salaire et je veux un programme de liaison vétéran dédié pour l'hôpital. Aucun vétéran n'est refusé, avec ou sans assurance. Sterling a souri, un sourire sincère et chaleureux. Fait. Je financerai personnellement le programme pour les vétérans. Angela a pris une profonde inspiration. Elle a senti le lourd manteau du fantôme glisser de ses épaules. Elle n'était plus seulement Angela l'infirmière, et elle n'était plus seulement le capitaine Jenkins, la soldate. Elle était quelque chose de nouveau. D'accord, a dit Angela, je prendrai le poste. Bien, a dit Sterling, parce que le général Vance arrive demain. Il veut déjeuner et je pense qu'il veut vous rendre cette étoile d'argent que vous avez renvoyée au Pentagone il y a 3 ans. Angela a ri. Un son rare et authentique. Il l'a gardé, il l'a encadré, a dit qu'il attendait que vous soyez prête à la porter à nouveau. Alors que le sénateur rentrait à l'intérieur, Marcus a cogné l'épaule d'Angela avec la sienne. Directrice Jenkins, ça sonne bien. Ne forcez pas, Cole, a averti Angela, mais il y avait un sourire sur ses lèvres. Allez, nous avons un quart à 06 heures, et j'ai l'impression que les urgences vont être occupées. Vous y allez demain? A demandé Marcus, incrédule. Vous venez de devenir la patronne. Vous pouvez prendre un jour de congé. La patronne dirige par l'exemple, Marcus, a dit Angela, marchant vers la porte. C'est comme ça qu'on survit. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où l'incident du gala avait secoué la haute société de Chicago jusqu'au plus profond. Les neiges d'hiver avaient fondu, remplacées par le vert vibrant du printemps. Mais la tort la plus significative s'était produite à l'intérieur des murs de calcaire de l'hôpital St. Jude Memorial. L'établissement était méconnaissable. Les sols en marbre du hall, autrefois polis à un éclat mortel et gardés par du personnel de sécurité chargé de tenir les vauriens à distance, étaient maintenant éraflés par les empreintes de la vraie vie. L'art abstrait intimidant, des sculptures métalliques froides et dentelées, que Julian Thorne avait dépensé des millions, avaient été mises aux enchères. À leur place se trouvaient des chaises confortables, une aire de jeu pour enfants et un grand tableau numérique affichant les temps d'attente et les informations de défense des patients. Angela Jenkins était assise dans le bureau d'angle au dernier étage. Cette pièce avait autrefois été la forteresse de solitude de Julian, un endroit où il sirotait du scotch et décidait qui virait pour augmenter les marges trimestrielles. Maintenant, la porte était ouverte avec un lourd manuel médical. Le bar avait été arraché, remplacé par un mur de classeurs et un tableau blanc couvert de diagrammes colorés détaillant les nouveaux protocoles de triage. Angela a ajusté les poignettes de sa blouse blanche. Il était toujours étrange de la porter. Elle ne portait pas de blouse aujourd'hui. Elle était en tenue administrative, bien qu'elle gardait une paire de chaussures de course sous le bureau juste au cas où. Sur son revers, brillant doucement à la lumière du matin, se trouvait une petite épingle discrète, l'insigne médical de combat. Pendant 5 ans, elle l'avait gardée cachée dans un tiroir, honteuse de la survie qu'elle représentait. Maintenant, elle la portait comme une promesse. Directrice Jenkins. Angela a levé les yeux d'une pile d'approbation budgétaire. C'était Emily, la jeune infirmière, qui 6 mois auparavant tremblait de peur de la colère de Julian. Aujourd'hui, Emily se tenait droite, un presse-papier glissé avec assurance sous son bras. « Rapport Emily », a dit Angela en souriant. « Les urgences sont à 80% de capacité. » Emily a débité efficacement. « Nous avons une collision multivéhicule entrante. Il était à 1 minute. Mais le Dr. Cole a déjà préparé les salles de traumatologie 1 et 2. De plus, le nouveau programme de liaison des vétérans vient de traiter son 100e patient. Les yeux d'Angela se sont illuminés. Qui est-ce, M. Henderson, vétéran du Vietnam? Il a été trouvé dormant derrière le parking il y a 2 semaines. Nous l'avons traité pour une pneumonie, réparé ses dents
et l'assistante sociale vient de lui obtenir des bons de logement. Il part aujourd'hui. A-t-il eu le kit? A demandé Angela. Nouvelle botte, manteau épais, 3 mois de médicaments et un repas chaud, a confirmé Emily. Il voulait vous remercier, mais il ne voulait pas vous déranger. J'irai le voir plus tard, a dit Angela. Bon travail, Emily. Julian l'aurait fait arrêter pour intrusion. Julian qui? Est plaisanté Emily, un malicieux scintillement dans les yeux. Oh, attendez, vous n'avez pas vu les nouvelles. Emily a attrapé la télécommande sur le bureau d'Angela et a cliqué sur le téléviseur mural. Il était réglé sur une chaîne d'information nationale. Le chiron en bas de l'écran pulsait avec les nouvelles de dernière minute, lisant « Ancienne mania des soins de santé condamnée ». Angela s'est levée et s'est approchée de l'écran. Les images montraient les marches du tribunal fédéral. Une nuée de journalistes et de caméras entourait un homme qui ressemblait à l'ombre de lui-même. Julian Thorne ne portait plus un costume italien sur mesure. Il portait un coupe-vent gris mal ajusté, ses cheveux clairsemés et négligés, son visage émacié. Ses poignets étaient menottés. La voix du journaliste a traversé l'air du bureau dans une chute spectaculaire. Julian Thorne, ancien PDG de Thorne Global, a été condamné aujourd'hui à 15 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Les accusations, résultant d'une enquête déclenchée par le ministère de la Défense, ont révélé un stratagème décennal de fraude à Medicare, de détournement de fonds et de négligence grave qui a mis en danger d'innombrables vies. La caméra est zoomée sur le visage de Julian alors qu'il était poussé à l'arrière d'une fourgonnette de transport fédéral. Il a levé les yeux pendant une fraction de seconde et l'arrogance qu'il avait autrefois définie avait disparu. À sa place se trouvait la peur, une peur pure et non adultérée. Les actifs de Thorne ont poursuivi le journaliste, y compris son penthouse de Chicago, son domaine des Hamptons et son yacht privé ont été saisis par le ministère de la Justice. Les produits de la liquidation iront à un fonds de restitution pour les employés qu'il a injustement licenciés et à une subvention pour les services de soins de santé aux vétérans. Angela a regardé la fourgonnette s'éloigner. Elle n'a pas ressenti l'élan de joie triomphante qu'elle attendait. Elle n'a pas ressenti le besoin d'applaudir. Au lieu de cela, elle a ressenti un profond sentiment d'équilibre. L'univers, qui avait semblé si chaotique et cruel dans la vallée d'Argondab, s'était enfin rétabli ici à Chicago. « Comment? » a dit une voix profonde depuis l'embrasure de la porte. C'est un système de livraison lent, mais il ne manque rarement pas la mauvaise adresse. Angela s'est tournée pour voir le Dr. Marcus Cole appuyé contre l'embrasure de la porte, raclement de gorge. Il tenait 2 tasses de café fumantes. Il avait l'air fatigué, le bon genre de fatigué qui vient de faire un travail qui compte. 15 ans, a murmuré Angela, prenant la tasse qu'il offrait. Il aura 60 ans quand il sortira. Et St. Jude sera le meilleur centre de traumatologie du Midwest d'ici là, a dit Marcus en buvant une gorgée. Grâce à vous, il a marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Chicago. Vous savez, le conseil d'administration était terrifié quand vous avez pris la relève. Il pensait que vous transformeriez l'endroit en camp d'entraînement. Il pensait que les donateurs s'enfuiraient. Et Angela a demandé, s'appuyant contre son bureau, les dons ont augmenté de 300%. Marcus a souri. Il s'avère que les gens aiment donner de l'argent à un hôpital qui sauve réellement des vies au lieu d'acheter des robinettes dorées. L'approbation du sénateur Sterling n'a pas non plus fait de mal. Il s'est tourné pour la regarder, son expression s'adoucissant. Mais ce n'est pas seulement l'argent, Angela. C'est l'air ici. Les gens venaient travailler en craignant de perdre leur gagne-pain s'ils éternuaient mal. Maintenant, ils viennent d'ici pour être des héros. Vous leur avez rendu leur fierté. Angela a baissé les yeux sur son café. Je les ai juste laissés faire leur travail, Marcus. Non. Marcus s'est rapproché, envahissant son espace personnel d'une manière qu'elle avait appris à aimer. Vous les avez menés. Vous avez fait face au feu pour qu'ils ne se brûlent pas. C'est ce que fait un commandant.
L'air entre eux est devenu dense, chargé de l'électricité qui s'était accumulée pendant 6 mois. Marcus a tendu la main, effleurant son bras. Angela, a-t-il commencé, sa voix baissant d'une octave. J'ai essayé de vous demander quelque chose pendant des semaines, mais chaque fois que je le fais, un code bleu se déclenche ou un général appelle sur le téléphone rouge. Angela est souris, son cœur a fait un bond. J'ai coupé la sonnerie du téléphone rouge, Marcus. Bien. Marcus a respiré parce que je voulais demander si Bing Bong. L'interphone de l'hôpital a sonné fort, les interrompant. Raclement de gorge. Directrice Jenkins à l'atrium. Directrice Jenkins à l'atrium immédiatement. Arrivée priorité 1. Marcus a jeté la tête en arrière et a grogné. Je jure que l'univers conspire contre ma vie amoureuse. Angela a ri, le son léger et libre. Le devoir appelle au docteur. Allez, si c'est priorité 1 dans l'atrium, ce n'est pas un patient. Les patients vont aux urgences. Ils sont sortis ensemble, se déplaçant avec le rythme synchronisé de partenaires qui connaissaient les mouvements de l'autre avant de les faire. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Lorsque les portes vitrées se sont ouvertes, le bourdonnement du hall animé s'est éteint instantanément. Angela est sortie et s'est arrêtée. Au centre de l'atrium, près de la fontaine, se tenait une phalange de soldats, 6 d'entre eux au garde-à-vous rigide en uniforme de cérémonie bleu complet. Devant eux se tenait le général Vance Caldwell. Mais il n'était pas seul. Raclement de gorge. À côté de lui se tenait le sénateur William Sterling, l'air sain et vibrant, et une douzaine de membres du personnel qui s'étaient rassemblés, observant en silence. Angela s'est avancée, son pouls s'accélérant. Elle ne portait pas son uniforme, mais elle a ressenti l'instinct de se mettre au garde-à-vous. « Général, a dit Angela, s'arrêtant à 5 pas. Je ne savais pas que nous avions une inspection prévue. »« Pas une inspection, a dit le capitaine Vance, sa voix résonnant dans l'atrium silencieux. Une correction. Vance s'est avancé. Il tenait une boîte en bois dans ses mains. C'était de l'acajou poli ancien avec une doublure en velours qu'Angela connaissait trop bien il y a 5 ans. Vance s'est adressé à la pièce, bien que ses yeux n'aient jamais quitté Angela. La capitaine Angela Jenkins a envoyé cette boîte au Pentagone. Elle a inclus une lettre de démission. Elle a écrit qu'elle ne le méritait pas. Elle a écrit que les héros étaient ceux qui n'étaient pas revenus. Angela a senti des larmes lui piquer les coins des yeux. Elle a lutté pour garder son calme. « Je l'ai gardée sur mon bureau », a continué Vance. Chaque jour, en attendant le jour où elle réaliserait que survivre n'est pas un péché, que sauver des vies demande autant de courage que d'en prendre. Vance a ouvert la boîte. À l'intérieur reposait l'étoile d'argent. Le ruban était rayé de rouge, blanc et bleu, la médaille elle-même une étoile d'or avec une petite étoile d'argent au centre. Elle a capté la lumière des puces de lumière de l'atrium. « C'est pour la vallée d'Arandab », a dit Vance doucement, s'approchant pour que seule elle puisse entendre. « Pour les 3 hommes que vous, raclement de gorge, avez sortis de ce Humvee en feu. Mais honnêtement, Angela, je pense que vous l'avez mérité 2 fois pour ce que vous avez fait ici. Vous n'avez pas seulement sauvé un sénateur, vous avez sauvé l'âme de cet hôpital. Je faisais juste mon travail, monsieur, a chuchoté Angela, sa voix tremblante. Et vous le faites mieux que quiconque que j'ai jamais connu, a répondu Vance. Il ne lui a pas tendu la boîte. Au lieu de cela, il a sorti le métal du velours. Directrice Jenkins, a dit Vance formellement. Permettez-moi. Angela a hoché la tête lentement. Vance a épinglé l'étoile d'argent sur le revers de sa blouse blanche, juste à côté de l'insigne médical de combat. Le métal était lourd, mais pour la première fois en 5 ans, il ne se sentait pas comme un fardeau. Il se sentait comme une ancre, quelque chose la reliant, connectant son passé à son présent. Attention, a aboyé le sergent de garde. Les 6 soldats derrière Vance ont claqué un salut si sec qu'il a sonné comme un coup de fouet. Puis le sénateur Sterling a salué. Puis lentement les gardes de sécurité de l'hôpital se sont joints. Et puis le docteur Marcus Cole, debout près de l'ascenseur, a redressé son dos et a offert un salut civil maladroit mais sincère. Le hall a éclaté.
Patients, infirmières, médecins et visiteurs ont applaudi. Ce n'étaient pas les applaudissements polis d'un gala. C'était le bruit bruyant, désordonné, magnifique de la gratitude. Angela se tenait là, le laissant l'envahir. Elle a regardé la médaille sur sa poitrine. Elle a pensé aux amis qu'elle avait perdus dans le désert. Pendant des années, elle avait fui leur mémoire, pensant que sa survie était une insulte à leur sacrifice. Maintenant, elle a réalisé la vérité. Sa vie n'était pas une insulte. C'était un monument vivant à eux. Chaque vie qu'elle sauvait à Saint-Jude était une victoire pour eux. Vance a reculé et lui a tendu la main. « J'ai un hélicoptère qui attend sur le toit. Les chefs d'état-major deviennent nerveux quand je suis hors de DC trop longtemps, mais je devais le faire moi-même. »« Merci, Vance, » a dit Angela, serrant fermement sa main, « de ne pas m'avoir abandonné. »« Nous n'abandonnons pas les gens, Angela. » Vance a souri. « C'est vous qui me l'avez appris. » Alors que le général et son équipe se tournaient pour partir, marchant avec une précision militaire, les halls ont lentement retrouvé son chaos habituel. Les applaudissements se sont estompés, remplacés par le système de pagination et le grincement des roues de brancard. Angela est restée seule près de la fontaine un instant, touchant l'étoile. « Alors, » a dit Marcus, s'approchant d'elle, « étoile d'argent, c'est un sacré morceau de matériel, directrice. »« Ça va avec le manteau, » a dit Angela, essuyant rapidement ses yeux. « Ça va, » a acquiescé Marcus. Il a été vérifier sa montre. Maintenant, avant que tout le ministère de la Défense n'envahisse à nouveau, je crois que j'étais en train de vous demander quelque chose. Angela l'a regardé, l'homme qui l'avait soutenu quand elle était l'infirmière femme de ménage, l'homme qui avait menacé de démissionner plutôt que de travailler pour Julian. Vous demandiez si je voulais dîner. Angela l'a aidé. J'allais en fait demander si vous vouliez revoir les rapports budgétaires trimestriels. Et taquiner Marcus, ses yeux pétillants. Mais le dîner semble bien mieux. Italien. Il y a un endroit dans la rue qui fait un risotto terrible. Mais le vin est bon marché. J'adorerais un risotto terrible. Angela a souri. Ce soir à 8 heures. Faites 9 heures, a dit Angela, jetant un coup d'œil à l'entrée des urgences où des ambulanciers se précipitaient avec une civière. J'ai des tournées à faire d'abord. Vous êtes la patronne, a dit Marcus, reculant avec un sourire. À ce soir à 9 heures, Angela. Angela l'a regardé partir, sentant une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'adrénaline et tout à voir avec l'espoir. Elle a pris une profonde inspiration, inhalant l'odeur d'antiseptique et de cire à plancher. Cela ne sentait plus la tragédie. Cela sentait le travail. Cela sentait une seconde chance. Elle s'est retournée et a marché vers les portes des urgences. Sa blouse blanche flottant légèrement derrière elle, l'étoile d'argent captant la lumière. Elle a poussé les portes. Très bien, les gens. La voix de magistrat amènement d'Angela a résonné, claire et autoritaire, la voix d'une leader qui était enfin rentrée chez elle. Qu'avons-nous? Mettons-nous au travail. Les portes se sont refermées derrière elle, scellant le bruit de la ville, ne laissant que le rythme de l'hôpital, un rythme qu'elle dirigeait maintenant parfaitement. Et cela nous amène à la fin de l'incroyable parcours d'Angela Jenkins. D'avoir été jetée par la sécurité à la direction de tout l'hôpital, elle a prouvé que la vraie force ne réside pas dans le volume de vos cris, mais dans l'intensité de votre combat pour les autres. C'est satisfaisant de voir la justice rendue à Julian Thorne, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de si puissant à voir un tyran enfin faire face aux conséquences de ses actions. Mais la vraie victoire ici n'était pas l'emprisonnement de Julian. C'était Angela qui se pardonnait enfin et acceptait qu'elle méritait d'être heureuse. Si cette histoire vous a ému, veuillez prendre une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime », vous abonner et activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé.